Vous voyez qu'on a commencé jeudi dernier par les consommations d'énergie, les stratégies pour les collectivités. Mardi dernier, ma collègue Myriam Dardar a présenté les manières de diminuer son impact environnemental pour une collectivité. Ce soir, les énergies renouvelables et vous pouvez voir le programme des 4 prochains webinaires qui seront consacrés mardi aux aides financières par le SDED, ce sera encore moi, au groupement d'achat d'énergie organisé par Territoire d'énergie Drôme, l'accompagnement technique pour la performance des bâtiments publics et le bois énergie qu'on va aborder en partie ce soir. Notre service, je reviens sur la diapo, donc c'est le service performance énergétique. Vous savez que Territoire d'énergie Drôme, c'est historiquement les réseaux électriques, l'urbanisme, l'éclairage public et le contrôle de concession. On a bien sûr des services administratifs et ressources humaines. Et c'est donc le service performance énergétique dirigé par M. Blanchard qui vous présente cette session aujourd'hui. Le contexte dans lequel on travaille et la logique de notre service, c'est d'abord de vous aider à analyser vos consommations d'énergie par le suivi énergétique de votre patrimoine, que ce soit les bâtiments, l'éclairage public, les équipements. On va, grâce à ce suivi énergétique, cibler les éléments de patrimoine les plus énergivores sur lesquels il va être le plus intéressant de faire des économies d'énergie. On va pouvoir vous accompagner sur des diagnostics de bâtiments, vous faire des préconisations de travaux en veillant à vous proposer les travaux les plus pertinents d'un point de vue économie générée par rapport aux investissements qui seront faits. On vous accompagne ensuite sur la réalisation de ces travaux. On a mis en place depuis 2018 un dispositif de subvention pour vous aider à financer ces travaux et on valide ensuite l'efficacité des travaux réalisés par le suivi énergétique, la boucle est bouclée et on continue dans ce cercle vertueux. Le contexte, je ne le rappellerai pas, vous le connaissez tous, c'est ce contexte de dérèglement climatique causé en grande partie par les émissions de gaz à effet de serre. Les objectifs nationaux étaient d'une réduction de 1,9% de nos émissions de CO2 chaque année. Comme vous le voyez sur ce graphique, nous sommes parvenus à réduire nos émissions de 1,1% et les objectifs, si nous voulons atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est de parvenir à réduire annuellement nos émissions de 3,3%. Pour l'instant, on en est loin. Cette réduction des émissions de CO2 elle peut être intéressante aussi d'un point de vue budgétaire puisque le budget énergétique des communes est de plus en plus important du fait de l'augmentation du prix des énergies. Aujourd'hui, le budget énergie d'une collectivité dans la Drôme est environ de 50 € par an et par habitant. Donc, en agissant sur les économies d'énergie, en utilisant les énergies renouvelables, on va réussir à maîtriser les consommations, voire à les diminuer et à maîtriser les dépenses énergétiques de la collectivité. Quelle stratégie aborder? Je me dois au préalable, avant de parler d'énergie renouvelable, de vous confier un secret. Quelle est l'énergie la moins chère et la moins polluante? C'est celle qu'on n'utilise pas. Voilà, ça c'est dit. On passe obligatoirement par là. Cet adage est illustré par ce dessin qui a été élaboré par l'association Negawatt. Alors, ce schéma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nos consommations d'énergie, globalement, sont croissantes. Et qu'on ne peut pas substituer cette consommation d'énergie croissante par des énergies renouvelables. Donc, on a 2 leviers à actionner avant de penser à utiliser les énergies renouvelables. C'est d'abord la sobriété. Donc, la sobriété, c'est les économies d'énergie toutes simples. On sort d'une pièce, on éteint. C'est l'extinction ou l'abaissement de puissance sur l'éclairage public. C'est globalement toutes les actions d'économie qu'on peut faire. Arrêter le chauffage d'une école pendant les vacances, voilà, c'est tout bête. Mais la sobriété, ça commence par ça.
Ensuite, c'est l'efficacité. Donc, l'efficacité, ça ne veut pas dire qu'on revient à la bougie, hein. Ça veut dire, par exemple, remplacer des luminaires classiques à incandescence par des luminaires LED. Donc, on va même améliorer le confort des usagers, réduire drastiquement la puissance des luminaires et donc les consommations d'énergie. Donc, on ne touche pas au confort des personnes, mais on améliore l'efficacité. Et c'est uniquement lorsqu'on a agi sur ces deux leviers qu'on va pouvoir penser à utiliser les énergies renouvelables pour tout ce qui est électricité ou chauffage. Alors, quand on parle d'énergie renouvelable, de quoi parle-t-on? On les connaît tous. Il s'agit du soleil, du vent, de la biomasse, de la géothermie, donc la chaleur de la terre, et des cours d'eau. Et avec ces 5 sources d'énergie renouvelable, on va pouvoir créer de la chaleur ou de l'électricité. Donc, avec le soleil, on va le voir, on peut faire de la chaleur ou de l'électricité. Avec le vent, essentiellement de l'électricité via les éoliennes. Par la biomasse, on en parlera, de la chaleur, mais aussi de l'électricité, également par la géothermie et de l'électricité par les cours d'eau. Les vertus des énergies renouvelables, on les connaît. Globalement, par rapport aux énergies classiques, fossiles et nucléaires utilisées aujourd'hui majoritairement en France, ces énergies renouvelables sont plus propres, inépuisables, et peu cher, voire gratuite. Une fois qu'on a installé ces panneaux solaires, on ne paye pas le soleil qui va venir les faire fonctionner. C'est un peu comme si on investissait dans une voiture et qu'on roulait ensuite autant qu'on veut sans payer l'essence. Les besoins énergétiques d'une collectivité. Ils se décomposent de la manière suivante. Globalement, ça, ce sont des statistiques drômoises issues du suivi énergétique des 150 communes qu'on suit régulièrement depuis une dizaine d'années. Vous consommez 70% de votre énergie pour vos bâtiments, dont la moitié pour les écoles. À peu près 20% pour l'éclairage public et 5% pour les équipements extérieurs et les carburants. Alors, pour les bâtiments, les consommations d'énergie, ce sont le matériel informatique, les luminaires, le chauffage, l'eau chaude sanitaire. Pour l'éclairage public, on ne va pas faire de dessin, hein. On a ici une belle vue de la commune de Grenoble. Les équipements, c'est tout ce qui a trait à l'assainissement et à l'adduction d'eau potable. Et donc le transport, les carburants pour le transport technique, les tondeuses, les tronçonneuses, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de reprendre chacun de ces usages et de voir comment on peut se passer des énergies traditionnelles, les plus utilisées aujourd'hui en France, pour passer sur des sources d'énergie renouvelables. On commence par le bois, la chaleur issue du bois. Alors, le bois, historiquement, c'est l'énergie renouvelable qui est la plus utilisée en France, hein, puisqu'on va mettre une bûche dans sa cheminée. 41% des énergies renouvelables utilisées en France, c'est le bois. Alors, le bois, on me dira, mais le bois, une fois qu'on a brûlé la bûche, c'est terminé. Donc, ce n'est pas une énergie renouvelable. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'échelle humaine, le bois est une énergie renouvelable puisque lorsqu'une forêt est correctement gérée, elle est en croissance, même en étant beaucoup utilisée. Vous voyez sur ce graphique l'évolution de la superficie forestière depuis 1830. On a augmenté notre superficie forestière de 100%. Et même depuis 1985, cette augmentation ne cesse, est incessante. Aujourd'hui, on a donc à peu près un tiers du territoire métropolitain qui est occupé par des forêts. Alors, le bois a plusieurs vertus. La première vertu d'une forêt, c'est d'être un puits de carbone. On parle beaucoup des puits de carbone. Les deux principaux, ce sont les océans et les forêts. Donc, une forêt va, de par la photosynthèse, absorber du CO2 pendant tout son cycle de vie et rejeter de l'oxygène. Ça va être d'autant plus intéressant que lorsqu'on va utiliser du bois d'œuvre
pour faire des constructions, on va stocker ce carbone de manière inerte et il ne sera pas retrouvé sous forme de gaz dans l'atmosphère. Le bois énergie, c'est essentiellement des déchets de bois qui vont être utilisés, donc qui auraient pourri ou qui auraient été brûlés à l'air libre et qui vont être utilisés dans des chaufferies qui aujourd'hui ont des rendements très intéressants et qui émettent très peu de fumée. Alors bien sûr, on a des rejets de CO2, mais il faut savoir que lorsqu'on brûle un arbre, on va émettre moins de CO2 que ce qu'il a capté durant tout son cycle de vie. Dernier intérêt du bois énergie, c'est son prix. Puisque vous voyez sur ce graphique l'évolution du prix des énergies depuis 2007, avec en bleu l'électricité, le propane en gris, le fioul en violet, le gaz naturel en jaune, et tout en bas, on voit que le bois est non seulement l'énergie la moins chère, mais également celle dont le prix est le plus stable. Pourquoi cette stabilité? Parce que le prix du bois est très peu dépendant des fluctuations du prix des autres énergies. On utilise la plupart du temps, c'est même comme ça qu'il faut faire, des déchets de bois locaux. Alors, comment utiliser le bois dans une collectivité? Eh bien, on voit énormément passer de projets de chaudière à granulés. Alors, pourquoi la chaudière à granulés? Parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à utiliser. Ça s'apparenterait presque à une chaudière à fioul. On a un lieu de stockage, ici, un silo, et le granulé qui est amené automatiquement à la chaudière par une vis sans fin. La livraison se fait comme on ferait une livraison de fioul ou de propane. On a un camion qui vient à proximité, entre 10 et 20 mètres, c'est possible, à proximité du silo, se brancher sur le silo et injecter la quantité de granulés nécessaire pour remplir le silo. Après, c'est le fonctionnement d'une chaudière classique. On va chauffer de l'eau qui va être utilisée pour les radiateurs ou l'eau chaude sanitaire. Lorsque on a plusieurs bâtiments regroupés d'un point de vue géographique dans la commune, on peut aussi s'orienter vers un réseau de chaleur. Un réseau de chaleur, ça consiste en quoi? Ça consiste à avoir une chaufferie unique, donc en l'occurrence une chaudière à bois déchiqueté. L'installation est un peu différente de celle du granulé puisqu'on a un silo qui est enterré avec un camion benne qui va venir benner le bois déchiqueté dans ce silo. De la chaufferie par de l'eau chaude dans ce qu'on appelle un circuit primaire qui va aller alimenter chaque bâtiment, qui va récupérer la chaleur de ce circuit primaire via ici ce qu'on appelle une sous-station. Donc, c'est un échangeur de chaleur entre le circuit primaire et le circuit de radiateur du bâtiment. Enfin, la troisième solution, et elle n'est pas négligeable, c'est le poêle à granulés. Pas négligeable, pourquoi? Parce qu'on, via nos subventions, on voit un petit peu ce qui se fait dans le département. Et le poêle à granulés est privilégié par de plus en plus de communes. Alors, dans quel cas? La plupart du temps, c'est pour les logements communaux qui peuvent être équipés de radiateurs électriques, souvent de radiateurs électriques désuets, qu'on a l'habitude d'appeler des grilles-pains, qui vont coûter très cher aux locataires, qui du coup va peu chauffer, qui va quand même avoir des factures énergétiques importantes. Et vu qu'il ne va pas trop chauffer l'appartement, on va avoir deux conséquences désagréables pour la collectivité. Le premier, c'est que l'appartement va se détériorer plus rapidement, il va prendre l'humidité. Et le second, c'est qu'on va avoir un turnover des locataires important. Donc, on a beaucoup de dossiers de subvention qui concernent la mise en place d'un poêle à granulés dans la pièce principale. On va laisser les radiateurs dans les chambres au cas où, qui seront rarement utilisés, et on aura ce poêle à granulés qui va assurer le chauffage de la maison.
Donc, c'est moins souple qu'une chaudière granulée puisqu'il va falloir charger le réservoir de granulés régulièrement. Mais c'est très intéressant à l'investissement. C'est beaucoup moins important qu'une chaudière granulée. Juste vous indiquer qu'on a aussi le cas d'un village qui a équipé sa salle de classe d'un poêle à granulés. Donc, c'est une solution de plus en plus utilisée par nos collectivités. Toujours sur le thème de la chaleur, comment utiliser des énergies renouvelables pour chauffer ces bâtiments? Eh bien, c'est la géothermie. La géothermie, dont une des applications sont les pompes à chaleur. Alors, la géothermie, plusieurs applications, on le voit sur le schéma en bas. On peut aller chercher des sources chaudes à grande profondeur pour atteindre des températures de 200-100 degrés. Là, ça va servir essentiellement pour la production d'électricité ou les réseaux de chauffage urbain. Nous, on va plus parler ici de pompe à chaleur. Alors, une pompe à chaleur, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de ce qui se passe dans votre frigo. Dans un frigo, on va prendre les calories dans le frigo pour faire du froid et on va sortir ces calories à l'extérieur du frigo via la grille qu'il y a derrière votre frigo. Eh bien, une pompe à chaleur utilise le même principe. On va prendre des calories cette fois à l'extérieur de l'habitation. On va les amplifier via un mécanisme de compression et de détente et on va rejeter ces calories dans l'habitation. Alors, soit on va prendre les calories sur l'air extérieur et rejeter de l'air chaud dans l'habitation, c'est ce qu'on appelle les pompes à chaleur RR. Soit on va prendre les calories sur l'air extérieur et les rejeter via un plancher chauffant, c'est ce qu'on appelle les pompes à chaleur RO. Et on peut aussi prendre les calories sur la nappe phréatique ou dans le sol, avec un circuit d'eau dans le sol, et rejeter ces calories dans l'habitation, les utiliser via un plancher chauffant. Là, on est dans le cas d'une pompe à chaleur de type OO. Alors, si les ROOO ont des rendements assez satisfaisants, je voulais faire un focus sur les pompes à chaleur RR. Alors, les pompes à chaleur RR, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est ce type d'installation. À l'intérieur de l'habitation, ça donne ça. À l'extérieur, ça peut ressembler à ça quand il y en a plusieurs. Et c'est une demande récurrente de la part des collectivités parce qu'on a des phénomènes de surchauffe dans les bâtiments. Et une pompe à chaleur RR a ça de séduisant, c'est qu'elle peut faire de la chaleur en hiver, mais aussi de la climatisation en été. Donc, la solution simple pour un maire qui est harcelé, par exemple, c'est un exemple, parce qu'il y a des cas de surchauffe dans l'école, ce serait de mettre la climatisation. Ces pompes à chaleur RR. Le problème, c'est que ces pompes à chaleur ont un rendement qui se dégrade énormément au moment où on en a le plus besoin, quand il fait froid dehors. Pourquoi? Parce que l'humidité de l'air va givrer sur les blocs extérieurs. Donc régulièrement, la pompe à chaleur adopte un cycle inversé pour faire fondre ce givre dans les blocs extérieurs. On peut avoir aussi des cordons électriques dans les blocs qui vont venir faire fondre le givre. Voilà pourquoi ces rendements en dessous de 7 degrés extérieurs commencent à se dégrader rapidement. Les fluides utilisés dans les climatisations sont 1000 fois plus réchauffants que le CO2 et que ce soit à l'utilisation ou lors de la dépose de ces appareils, ces fluides vont s'échapper dans l'atmosphère. Et puis, installer une climatisation dans une école ou dans une salle des fêtes, par exemple, c'est un investissement de départ, mais c'est ensuite des factures d'électricité et des factures pour l'entretien de cette climatisation. Sans compter qu'en cette période de Covid, les climatisations ont été interdites cet été, puisqu'elles étaient vecteurs de propagation des germes. Alors, on ne va pas laisser ces bâtiments surchauffer en été. Nous, ce qu'on va faire quand on a ce genre de demande, c'est proposer ce qu'on appelle des solutions passives à la municipalité. Pour comprendre à quoi servent ces solutions passives, il faut comprendre d'où vient la surchauffe dans un bâtiment. La surchauffe d'un bâtiment provient
de plusieurs vecteurs. Les occupants eux-mêmes, donc là-dessus, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, mais il y a deux vecteurs importants qui amènent ces surchauffes de bâtiments. Ce sont les rayonnements des tuiles et les entrées de lumière directe. Du coup, les solutions dites passives qui ne demandent qu'un investissement pour déjà améliorer le confort de ces bâtiments, c'est renforcer l'isolation des combles pour diminuer l'entrée de chaleur par le rayonnement des tuiles. C'est également une technique qui consiste à prendre parti du fait que le soleil en été est beaucoup plus haut dans le ciel qu'en hiver. Du coup, on va pouvoir, comme c'est illustré sur cette photo, protéger les fenêtres. On va calculer le dimensionnement de ce qu'on appelle des casquettes solaires pour que la casquette fasse une ombre portée du soleil au bas de la baie vitrée en été, mais laisse rentrer l'énergie solaire dans le bâtiment en hiver. Troisième vecteur qui va permettre de rafraîchir un bâtiment, vous le connaissez bien, on fait tout ça en été à la maison, c'est ventiler le bâtiment la nuit. Quand ce n'est pas possible, il y a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des déstratificateurs. Ce sont des sortes de gros ventilateurs qu'on va mettre au plafond de la salle des fêtes qui vont avoir un double intérêt. L'été, l'intérêt, c'est de mettre de l'air en mouvement, donc d'apporter une sensation de fraîcheur aux occupants. L'hiver, comme leur nom l'indique, ça va permettre de déstratifier la chaleur dans le bâtiment, c'est-à-dire que la chaleur, vous le savez, a tendance à monter. Donc, on va chauffer en bas pour maintenir une température, alors que toute la chaleur est restée accumulée au plafond. Donc, ces déstratificateurs vont permettre d'homogénéiser la température dans le bâtiment. Du coup, voilà, si on souhaite éviter la clim, on a ces trois leviers à actionner, l'isolation des combles, la protection solaire des ouvertures et les déstratificateurs. Autre usage qu'on a vu dans les bâtiments de nos communes, c'est l'eau chaude sanitaire. Alors, la première question à se poser quand on construit un bâtiment ou qu'on le rénove, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'eau chaude sanitaire dans ce bâtiment? Avant, c'était automatique. On construisait une école, on mettait de l'eau chaude, l'eau chaude sanitaire. On construisait une mairie, une salle des fêtes, on mettait automatiquement de l'eau chaude sanitaire. Ça mérite qu'on se pose la question puisque, à part dans un gymnase ou dans une cantine où là, on a dans la salle des fêtes, éventuellement pour faire la vaisselle, on a vraiment besoin d'eau chaude. Dans les autres bâtiments, ce n'est pas forcément nécessaire. On évoque parfois la nécessité d'avoir de l'eau chaude pour le ménage, sauf que c'est une idée reçue de penser qu'on va pouvoir mieux nettoyer avec de l'eau chaude. Cette idée, elle provient du temps où on faisait le ménage avec du savon qui se diluait bien mieux dans l'eau chaude que dans l'eau froide. Or, aujourd'hui, les produits ménagers sont plus efficaces avec de l'eau froide qu'avec de l'eau chaude. Ceci dit, si on a vraiment besoin d'eau chaude sanitaire, le moyen d'utiliser des énergies renouvelables pour la produire, c'est le chauffe-eau solaire. Donc, le chauffe-eau solaire, le principe est le suivant. On a de l'eau froide glycolée, donc antigel, qui va circuler dans le panneau, qui va être chauffé par l'action du soleil et qui va venir transmettre sa chaleur dans un échangeur dans le ballon. Voilà. Cette chaleur, cette eau chaude va ensuite pouvoir être utilisée. Et pour les jours où il n'y a pas assez de soleil, on a une résistance électrique dans le ballon qui va venir faire le complément de chaleur pour avoir notre eau à 50-60 degrés. Donc, un chauffe-eau solaire, j'ai mis quelques illustrations. Ici, ça doit être un bloc sanitaire de camping. Mais tout le monde a déjà vu à quoi ressemblait un chauffe-eau solaire. On a vu qu'un des usages importants des collectivités, c'est l'électricité. Alors, premier moyen de produire son électricité grâce à des énergies, grâce aux énergies renouvelables, c'est-à-dire le soleil, ce sont les panneaux photovoltaïques. On a sur ces trois illustrations l'école élémentaire d'Austin. C'est le territoire d'énergie de Rome qui a fait réaliser cette installation il y a une petite dizaine d'années.
On a des ombrières photovoltaïques au niveau d'une grande surface, du parking d'une grande surface, et un champ photovoltaïque sur une collectivité. Plusieurs options s'offrent à vous lorsque vous installez des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment. La vente totale, qui consiste à vendre l'intégralité de l'électricité produite par le bâtiment. L'autoconsommation dans le bâtiment. Alors, ça veut dire que les électrons produits vont en priorité aller aux usages du bâtiment, luminaires, frigo, etc. Et le surplus sera vendu, sera injecté au réseau et vendu. On a une notion des projets qui commencent à fleurir en France, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, où c'est une autoconsommation avec vente du surplus, mais à l'échelle de plusieurs bâtiments. Donc, on a un bâtiment central qui produit de l'électricité et des contrats de vente avec des bâtiments publics, voire privés, qui se trouvent à proximité. Le syndicat d'énergie mène des projets de ce type en ce moment à différents endroits de la Drôme pour mettre en place les outils techniques, juridiques, financiers pour les développer et essayer d'en faire fleurir d'autres dans notre département plus tard. Pour tout ce qui est ombrière et champs photovoltaïques, la collectivité peut être maître d'ouvrage, mais ça commence à être des installations un peu importantes. Donc, la collectivité peut faire appel à un tiers qui va investir dans ces panneaux et restituer une redevance annuellement à la collectivité. Dans le cas de champs photovoltaïques, cette redevance annuelle peut atteindre de 2 000 à 5 000 euros par an et par hectare en fonction du productible, de l'ensoleillement de la commune. Les points positifs du photovoltaïque, c'est qu'on a peu d'usure, on n'a aucun élément en mouvement. Donc, les panneaux photovoltaïques sont en général garantis 20 ans et ont une durée de vie d'une trentaine d'années. Et puis, on a de multiples configurations possibles. On peut les intégrer en toiture, faire des ombrières, comme c'est le cas ici. On a couvert un cheminement extérieur dans cette école puisqu'il n'y avait pas de couloir à l'intérieur. On peut en faire des brises soleil pour protéger les fenêtres de l'ensoleillement direct. Le principal inconvénient du photovoltaïque, c'est qu'on a des puissances qui sont relativement modestes, puisqu'on est sur un ratio d'environ 1 kW de puissance pour 6 mètres carrés de panneaux. Oui, Jean-Christophe me signale qu'on a une question sur le sujet. Oui, alors, une question de Monsieur Dopfer, Luce la Croix-Haute. Alors, deux questions en fait. Une pour revenir sur l'eau chaude sanitaire solaire. Monsieur Dopfer indique que l'INES pourrait être un partenaire intéressant, donc l'Institut national de l'énergie solaire, en termes de suivi, de métrologie, etc. Je pourrais répondre directement. Et effectivement, l'INES est un partenaire intéressant, nous l'avons croisé quelques fois. On avait bénéficié à une époque de schémas solaires que l'INES avait mis en place pour éviter, je dirais, les malfaçons ou les mauvaises conceptions et ne pas être déçu de mauvais rendements sur les systèmes. Donc l'INES a fait un retour d'expérience, a fait beaucoup de mesures d'installation existantes pour ensuite identifier les points essentiels qui étaient générateurs de défauts dans le fonctionnement des installations. Donc ça, c'était une très bonne chose. Sur la métrologie d'un système solaire pour une crèche à Valence, nous avions finalement nous-mêmes équipé l'installation avec des capteurs qui nous ramenaient des données à pas de mesure très rapprochées, beaucoup plus que ce que l'INES avait l'habitude de faire, de manière à ce qu'on puisse montrer aussi vis-à-vis des entreprises de maintenance que le système n'était pas toujours très bien surveillé par rapport à la consommation d'énergie d'appoint, c'est-à-dire que vous aviez aussi un système à gaz qui venait faire un complément d'énergie en permanence. Et au bout du compte, lorsque le système solaire ne fonctionnait pas, ça ne se voyait pas, puisque le gaz prenait systématiquement la relève et la production d'eau chaude était toujours constante, on pensait que tout fonctionnait bien. Et le fait de faire nos mesures
à pas de temps très réduit pouvaient montrer qu'en fait, le gaz était trop souvent en fonctionnement. Donc, on avait aussi nous-mêmes pu complémenter les mesures de l'INES avec nos propres appareils. C'est une chose qu'on peut faire à la demande. Et aujourd'hui, donc l'INES, nous n'avons plus trop je dirais, de rapport immédiat avec eux, mais je pense que c'est surtout l'occasion qui nous a manqué et d'autres pourront se représenter certainement. Voilà, pour ce qui est de l'Institut national de l'énergie solaire. Deuxième question sur le photovoltaïque, toujours de Monsieur Dopfer, c'est existe-t-il des ombrières solaires pour des terrains de sport de type city, comme les terrains de basket, etc. Oui, alors c'est une question qui nous a déjà été posée pour des terrains de paddle. Le paddle, c'est un nouveau sport qui ressemble un peu au tennis, entre le tennis et le squash. Pour couvrir ces terrains de paddle, pour un city park, c'est la même chose. A priori, on peut faire appel à un tiers qui sera intéressé pour faire une infrastructure au-dessus du city park, y poser des panneaux photovoltaïques. Le deal étant que l'investisseur va vous offrir quelque part cette protection, cette ombre, cette protection contre la pluie, et en contrepartie, il va utiliser le domaine public et produire de l'électricité et la vendre. Je vois qu'il y a deux autres questions. Alors, encore une sur le photovoltaïque par rapport au recyclage des panneaux solaires. Alors, comme je disais, les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie de 30 ans et le boom du photovoltaïque date d'environ des années 90-2000. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore, on va dire, de panneaux photovoltaïques usagés en masse. Par contre, la filière photovoltaïque a fait quelque chose qu'ils ont mis en place dès le départ, une obligation à tous les fabricants de panneaux photovoltaïques, c'est de cotiser à une structure qui s'appelle PV Cycle, qui est en charge de la structuration de la filière de recyclage des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'on a une multitude de composants dans ces panneaux, mais en tout cas, les fabricants de panneaux solaires savent très bien que c'est une question fondamentale et que s'ils ne veulent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis, il faut qu'ils traitent cette question du recyclage. Du coup, c'est quelque chose qui est en cours avec l'arrivée sur le marché du recyclage des premiers panneaux d'ici 5-10 ans. J'enchaîne sur les questions. Combien d'années faut-il pour compenser le rapport CO2 dû à la fabrication? Alors, pour les panneaux photovoltaïques, c'est 1 an. C'est ce qu'on appelle l'énergie grise, l'énergie qu'il a fallu pour fabriquer les panneaux photovoltaïques. La production photovoltaïque, il va falloir 1 an de production photovoltaïque pour compenser l'énergie grise qu'il a fallu pour produire les panneaux. C'est 6 mois pour l'éolien, j'anticipe sur la diapo suivante, et c'est 1 an pour le photovoltaïque. Les assurances. Alors, les assurances estiment qu'il y a moins de risques à avoir des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment qu'une bouteille de gaz dans la cuisine. Donc, a priori, les assureurs ne voient pas d'inconvénient à assurer un bâtiment sur lequel il y a des panneaux photovoltaïques. J'ouvre une parenthèse sur les sinistres qu'il y a pu y avoir sur de telles installations qui viennent quasiment toujours de la même origine. C'est que les panneaux photovoltaïques sont reliés entre eux par des connectiques qui doivent obligatoirement être de la même marque pour pouvoir se connecter correctement. Et à chaque fois qu'il y a eu des sinistres sur des toits, c'est lorsque les installateurs ont utilisé des connectiques de marques différentes, ce qui fait que la connexion ne se faisait pas bien. Et on a eu ce qu'on appelle un arc électrique qui a enclenché l'incendie. Rendement économique du chauffage de l'eau chaude sanitaire. Alors, il est vrai que l'eau chaude sanitaire, alors, un chauffe-eau solaire va couvrir dans la Drôme à peu près 80% de vos besoins en eau chaude sanitaire. Par contre, il faut savoir effectivement que l'eau chaude sanitaire, c'est assez modeste. En général, dans une mairie, dans une école, ça représente peut-être 5% des consommations de chaleur. Donc, effectivement, sur ce genre de bâtiment, aujourd'hui,
une municipalité qui voudrait mettre des chauffe-eau solaires est dans un acte d'exemplarité. Là où ça va être beaucoup plus rentable, c'est pour une municipalité qui gère un camping, par exemple, sur les blocs sanitaires du camping ou sur des vestiaires. Si les vestiaires du gymnase ou du terrain de foot sont utilisés très souvent, là, ça va être intéressant de mettre des chauffe-eau solaires puisque ce sont des bâtiments où on a de grosses consommations d'eau chaude sanitaire. Donc, pas rentable pour les particuliers. Alors, vu les subventions qu'il y a sur les chauffe-eau solaires, effectivement, ce n'est pas la première chose à faire quand on a un particulier. Il y a la première chose à faire, comme on l'a dit en début de présentation, il va falloir d'abord agir sur l'enveloppe thermique du bâtiment, bien isoler son bâtiment. Et une fois qu'on a fait ces travaux d'isolation, à ce moment-là, on peut se faire plaisir s'il nous reste de l'argent en mettant du photovoltaïque ou du solaire. Oui, Antoine, je me permettrai de compléter un petit peu quand même. Le chauffe-eau solaire pour le particulier, c'est quand même relativement rentable dans la mesure où il correspond à des besoins très bien dimensionnés, très bien identifiés par un ménage. On n'est pas dans le cadre d'un bâtiment tertiaire avec une utilisation très intermittente. Dans une maison, on connaît quelle sera la production annuelle à peu près nécessaire pour ses besoins d'eau chaude. Donc on peut suffisamment bien dimensionner l'installation pour qu'elle réponde à 80% à la couverture des besoins d'une année entière. Donc, en conséquence, la rentabilité sera quand même accessible. Et j'entends souvent parler, moi, de 5 à 10 ans à peu près de temps de retour. Tout dépend aussi de l'énergie que l'on va remplacer par le solaire. Évidemment, plus on remplacera une énergie coûteuse comme l'électricité, plus le temps de retour sera faible. Si vous êtes déjà chauffé au bois, par exemple, évidemment, le solaire n'apportera qu'une économie financière beaucoup plus modeste. Alors, je vois une petite vanne de Monsieur Bré là qui est sur les panneaux photovoltaïques qui viennent de Chine. Oui, effectivement, je partage votre opinion. Je pense que la France a raté des trains et le train de la fabrication des panneaux photovoltaïques, effectivement, aujourd'hui, on n'y est pas. On n'y est pas et je suis effectivement le premier à le regretter. On va poursuivre puisque l'heure tourne. Donc, deuxième moyen d'avoir une production d'électricité, je sais que beaucoup de communes y ont été confrontées, c'est l'énergie éolienne. Alors, si on a eu des questions sur le photovoltaïque, je pense que ça ne va pas manquer aussi sur l'éolien. Alors, les atouts de l'éolien. Le premier atout, on a vu que pour avoir 1 kg de puissance de photovoltaïque, il faut 6 mètres carrés. Pour de l'éolien, sur 10 mètres carrés, on a 2000 kg, c'est-à-dire 2 mégawatts. Voilà, ça c'est le principal avantage de l'énergie éolienne. La deuxième, ce sont les retombées économiques pour les collectivités ou les intercommunalités qui accueillent ce genre de parc. L'inconvénient, on le sait tous, c'est la visibilité de ces machines qui ne sont pas très discrètes. Alors, on ne va pas débattre aujourd'hui de est-ce qu'on trouve ça beau ou pas beau, mais en tout cas, voilà, les parcs éoliens ont des atouts et ont évidemment des inconvénients. Des inconvénients qu'on va pouvoir anticiper. Anticiper donc en adoptant un cadre non pas communal, puisque, on l'a dit, les machines vont se voir à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Donc, adopter un cadre intercommunal pour que les retombées économiques ne reviennent pas juste à la commune qui accueille le parc éolien, mais à l'ensemble des communes qui ont une visibilité, qui sont impactées par l'implantation d'un parc éolien. Ce qu'on recommande également en amont, c'est d'avoir une démarche participative de concertation, non pas pour imposer un parc, mais pour poser la question aux citoyens, leur proposer et essayer de définir avec toutes les unités qui composent une société les différents paramètres à adopter pour avoir un parc éolien avec un minimum de nuisances et un maximum de retombées pour les personnes qui vont avoir ces parcs sous les yeux tous les jours. Un des paramètres qui
peut aider à l'acceptation de ces parcs, c'est l'investissement citoyen. Ça se fait de plus en plus. C'est-à-dire que les investisseurs vont laisser, je ne sais pas, 10%, 5% du parc à l'investissement des personnes qui vont avoir ces machines sous les yeux tous les jours, mais qui sauront que à chaque fois qu'elles tournent, eh ben, l'argent tombe dans leur portefeuille. On peut valoriser ces parcs à des fins de développement local. C'est l'exemple c'est l'image qu'on a en haut à droite, hein, où on a ici une machine qui a été implantée avec un ascenseur panoramique pour que les collectivités augmentent les possibilités pour les touristes qui viendraient visiter la région. Et puis, l'idée, c'est aussi d'avoir profiter d'un parc éolien pour avoir une réflexion énergétique du territoire, c'est-à-dire consacrer éventuellement les retombées économiques ou une partie des retombées économiques d'un parc éolien pour améliorer l'éclairage public des communes, investir dans l'isolation des bâtiments. Voilà, profiter, faire en sorte que ce parc ne soit pas seulement une nuisance, mais aussi et des retombées positives d'un point de vue énergétique sur le tissu social. Je regarde, il y a peut-être des questions. Alors, pourquoi ne voit-on pas d'éoliennes plus petites dans les communes? Exemple pour l'éclairage public. Alors, plus une éolienne est petite, plus elle va tourner vite, plus elle va faire un bruit strident et plus ça va être compliqué d'avoir ça à proximité des habitations. On rappelle que pour un parc éolien, on a de manière obligatoire un périmètre de 500 mètres autour de chaque habitation où on ne peut pas installer de parc éolien. De plus, des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques sur de l'éclairage public, ça implique des batteries. Et les batteries, ce sont des batteries, ça existe, hein, ce genre de candélabres. Ce sont des batteries de type batterie de voiture qui vont poser des problèmes lorsqu'on va les déposer et les recycler. Problème dû à la base de béton qui la constitue, coût du démantèlement. Alors, là aussi, la filière éolienne a conscience qu'elle surfe sur la vague écologique et qu'elle ne peut pas scier la branche sur laquelle elle est assise. Donc, en ce qui concerne le démantèlement de la machine, des machines et des socles en béton, il y a un dispositif qui impose aux investisseurs de bloquer leurs premiers bénéfices en vue du démantèlement des machines au bout de 15-20 ans. Tout dépend de la durée de vie du parc. Donc, ça veut dire que même en cas de faillite de l'investisseur, les provisions pour le démantèlement sont bloquées au niveau des banques. Un particulier peut-il être subventionné pour l'installation de petites éoliennes personnelles? Alors, j'avoue qu'on s'occupe des collectivités, mais pas vraiment des particuliers, mais je ne crois pas qu'il y ait d'aide financière pour des petites éoliennes pour les particuliers. Alors, j'en profite pour citer nos partenaires qui s'occupent principalement des particuliers, que sont l'ADIL 26, que vous trouverez à Valence pour les questions qui concernent le Nord-Drôme, et le CEDER, le centre d'études et de recherche sur les énergies renouvelables qui se trouve à Nyons, qui va plus s'occuper des questions relatives aux énergies renouvelables pour les habitants du Sud-Drôme. Je vérifie qu'il n'y ait pas plus de questions pour l'instant. On pourra y revenir de toute façon d'ici quelques minutes. Je poursuis pour être tout à fait complet sur le biogaz. Donc, le biogaz, de quoi s'agit-il? Il s'agit de valoriser des déchets organiques. Donc, il peut s'agir de biomasse, il peut s'agir de déchets issus des élevages ou de matières organiques issues du recyclage, de la collecte sélective des déchets organiques dans une commune. Donc, l'idée, c'est de récupérer, de ne pas laisser pourrir ces matières organiques à l'air libre et rejeter le méthane qui est émis lors de la fermentation, mais de capter ce méthane dans des unités de méthanisation
Et vous allez voir qu'on peut, grâce à ce méthane, lorsqu'on va le brûler, produire de l'électricité, produire de la chaleur, produire des engrais ou même, quand il est de bonne qualité, l'injecter au réseau de gaz naturel. Alors, une unité de méthanisation, voilà à quoi ça ressemble. On en a quelques-uns dans la Drôme. Je vais vous montrer une carte de la Drôme sur laquelle ils sont situés. Et on a ici ce qu'on appelle une unité de cogénération. Donc, cogénération, ça veut dire qu'on génère deux énergies en même temps, de la chaleur et de l'électricité. Ces installations de méthanisation, elles sont au nombre de 5 aujourd'hui dans le département. Vous voyez, ce sont les points verts. Et on a, je crois que c'est 5 ou 6 unités de méthanisation en projet qui devraient, j'espère, sortir dans les années prochaines. Si on n'a pas de photovoltaïque actuellement sur la commune, parce qu'un projet photovoltaïque, ça met 1-2 ans à sortir à partir du moment où on l'initie, pareil pour un parc éolien, est-ce qu'on ne pourrait pas consommer quand même de l'électricité renouvelable ou du gaz ou du biogaz? Eh bien, c'est possible, que vous soyez collectivité ou que vous soyez particulier. C'est ce qu'on appelle les offres vertes. Et aujourd'hui, on a la quasi-totalité des fournisseurs d'électricité. Alors, je vais dire électricité, mais c'est valable aussi pour le biogaz. On a la quasi-totalité des fournisseurs d'électricité qui proposent des offres vertes, c'est-à-dire de vous vendre de l'électricité en vous garantissant que l'électricité que vous achetez provient d'une production d'électricité hydroélectrique, éolienne ou photovoltaïque. Alors, on est bien d'accord, j'anticipe sur des questions, l'électron qui va arriver à la maison ou qui va arriver à la mairie vient du réseau, donc on ne peut pas certifier qu'il vient d'une unité de production renouvelable, mais par contre, on a un système de traçabilité qui va vous garantir que l'électricité, que la quantité d'électricité que vous achetez provient bien d'une source d'énergie renouvelable et qu'elle n'est pas vendue 2 fois à 2 consommateurs. Ce mécanisme, ça s'appelle la garantie d'origine. Donc, comme c'est écrit, c'est un document électronique qui permet de tracer chaque mégawattheure et de vous garantir qu'il n'est pas vendu 2 fois à 2 clients différents. Donc, 1 mégawattheure renouvelable, c'est une garantie d'origine. Alors, pour tout vous dire, en tant que particulier, moi j'ai franchi le pas il y a 2-3 ans, ça m'a pris 5 minutes avec en main une facture d'électricité. J'ai appelé le fournisseur d'électricité verte que j'avais choisi, que j'avais identifié, et en 5 minutes, je suis passé du fournisseur d'électricité historique à un fournisseur d'électricité alternatif. Donc, l'électricité que je consomme à la maison provient d'unités de production renouvelables. Comment ça fonctionne? Voilà, on a sur ce schéma les unités de production qui peuvent être nucléaires, fossiles ou renouvelables, qui sont injectées au réseau et les fournisseurs vont faire le lien entre les producteurs et les clients. Et le fournisseur d'électricité verte, eh bien, lui, va mettre en place des mécanismes pour s'assurer que l'électricité, il va s'alimenter en électricité renouvelable et vous fournir de l'électricité, disons, propre. Alors, j'attire juste votre attention sur le fait qu'il y a fournisseur d'électricité verte et fournisseur d'électricité verte. Je m'explique. On a les fournisseurs du type fournisseur A qui va vous vendre de l'électricité verte. Simplement, ces garanties d'origine, il va les acheter en bourse. Donc, l'électricité verte que vous allez acheter va provenir éventuellement d'un parc éolien en Savoie ou d'un barrage hydroélectrique en Norvège. Vous ne le savez pas, lui non plus il ne le sait pas. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il achète tant de mégawattheures renouvelables et qu'il vous les vend. Voilà, ça c'est le fournisseur A. Le fournisseur B, celui que j'ai moi personnellement privilégié, c'est un fournisseur qui travaille à une échelle plus locale
et qui est capable de me dire que les garanties d'origine, il les a achetées à M. Tartampion, qui a une centrale photovoltaïque à Vaunavy-la-Rochette, et qu'il me vend l'électricité de M. Tartampion. Donc, l'électricité renouvelable que j'achète, elle est issue d'une unité de production locale. En plus, ce fournisseur B, je l'ai choisi parce que je sais que les bénéfices qu'il va faire sont réinvestis dans des unités de production locales, alors que le fournisseur A, lui, va réinvestir, je ne vais pas citer le nom, mais va réinvestir ses bénéfices éventuellement dans un champ de pétrole en Arabie Saoudite ou dans des plateformes pétrolières ou gazières en mer du Nord. Voilà. Alors, si vous voulez faire le distinguo entre fournisseur A et fournisseur B, je vous recommande chaudement de taper sur votre moteur de recherche Greenpeace, fournisseur d'électricité, puisque Greenpeace fait un classement des fournisseurs d'électricité de ce qu'ils considèrent être les plus vertueux, c'est-à-dire les fournisseurs B qui achètent des garanties d'origine locale et qui réinvestissent dans les unités de production locales. Et il va moins bien classer les fournisseurs A qui, certes, vous vendent de l'énergie, de l'électricité renouvelable, mais qui, eux, vont acheter des garanties d'origine en bourse et ne sauront pas vous dire exactement d'où vient les énergies, l'électricité qu'ils vous vendent. Question sur la comparaison des prix. Tarif comparé, alors effectivement, moi j'ai calculé à titre personnel que j'allais dépenser 30 € par an de plus en passant en électricité renouvelable. Je peux me le permettre, je sais que des gens ne pourront pas le faire. Alors effectivement, aujourd'hui, acheter de l'électricité renouvelable, ça coûte plus cher que acheter de l'électricité classique, disons historique. Pas beaucoup plus. Hein, on a même vu sur les achats groupés du territoire d'énergie de Rome qu'on est aux alentours de 3% par an. Oui, alors Antoine, Jean-Christophe vient m'apporter un complément. Oui, donc je vais simplement préciser qu'effectivement, selon qu'on est dans la configuration fournisseur A ou fournisseur B, les prix ne sont pas les mêmes. Par rapport aux achats que nous organisons pour les communes dans le cadre de groupements, de marchés groupés. Alors ça sera l'occasion d'une prochaine présentation prévue dans notre cycle sur la transition énergétique. L'expérience nous a montré que dans le cadre de la simple garantie d'origine fournisseur A, on pouvait être de l'ordre de 3 à 5% supplémentaires. En revanche, sur l'offre verte, on va dire filière haute valeur ajoutée, on est à entre 10 et 15% voilà, supplémentaires. Donc on voit quand même qu'il y a une différence assez nette entre ces deux versions. Voilà. Après, c'est vrai que quelques communes ont franchi le pas, des syndicats d'irrigation également, et l'intérêt qu'ils y voient aussi, outre de contribuer à l'effort national, c'est de communiquer dessus. Hein, et donc, ils vont apposer une petite note au bas de chaque mail, au bas de chaque correspondance pour indiquer que la collectivité se fournit en électricité renouvelable. Donc, voilà, c'est un petit mot sur donc, le groupement d'achat de territoire d'énergie de Rome avec ce critère qui sera ajouté au prochain groupement d'achat de haute valeur environnementale pour s'assurer de l'origine locale de la fourniture d'électricité renouvelable. Je souligne, pour finir, que la demande d'électricité verte en France représente aujourd'hui 7% de la consommation contre 25% dans les autres pays européens. On arrive au bout de cette présentation. Je vous dis un mot sur les autres missions de transition énergétique sur lesquelles nous travaillons. Les aides financières qui feront l'objet d'un webinaire mardi prochain. La mutualisation des certificats d'économie d'énergie, donc les communes qui ont fait des travaux il y a moins d'1 an sans nous demander de subventions, eh bien, on va pouvoir valoriser ces travaux et restituer l'argent issu des certificats d'économie d'énergie à la commune. Le suivi énergétique donc, consiste à récupérer vos factures énergétiques
et à vous livrer un document synthétique de vos consommations d'énergie. Les appuis techniques, énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, j'en ai parlé tout à l'heure. L'autoconsommation collective, on en a parlé un petit peu aussi. Les groupements de travaux, ça c'est à la réflexion. Ça consisterait à regrouper 10, 15, 20 collectivités qui souhaiteraient toutes isoler les combles de leurs écoles. L'hydrogène, on en parle beaucoup depuis quelques jours suite aux déclarations du gouvernement. Alors aujourd'hui, le souci avec l'hydrogène, c'est qu'il est fabriqué, c'est ce qu'on appelle de l'hydrogène carboné. Donc à 90%, l'hydrogène fabriqué aujourd'hui est issu du craquage du méthane. Donc méthane, c'est CH4, un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. On récupère les atomes d'hydrogène, mais c'est un atome de carbone qui va s'associer à l'oxygène pour faire du CO2. Donc aujourd'hui, la production d'hydrogène produit du CO2. L'idée, ce serait quoi? Dans le cas d'un parc éolien, par exemple, qui a une production intermittente, ce serait d'utiliser les énergies renouvelables pour faire ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau, donc casser la molécule H2O pour rejeter de l'oxygène, garder l'hydrogène, et ensuite, grâce à cet hydrogène, fabriquer de l'électricité via ce qu'on appelle une pile à combustible, qui n'est rien d'autre qu'une petite membrane qui, lorsque l'hydrogène arrive, laisse passer les ions H+, et fait passer les électrons dans un fil à côté. Or, des électrons qui passent dans un fil, ça s'appelle de l'électricité. Voilà le principe de la pile à combustible. J'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, une question, s'il vous plaît. Oui, Est-ce que pour le projet, vous parliez par rapport aux ombrières solaires, le terrain de paddle, est-ce que vous connaissez le site? C'est la commune de Bourg-les-Valences qui nous a sollicité parce qu'elle avait l'intention de construire 3 terrains de paddle. Alors, elle hésitait entre 1 et 3, et c'est vrai que moi, j'apprécie ce sport, donc j'ai essayé de pousser en leur expliquant que s'ils faisaient appel à un tiers, ils pourraient d'une part couvrir leur terrain et d'autre part bénéficier disons, d'économies financières pour construire les deux autres terrains à côté. Alors, parce que vous les accompagnez dans cette démarche? Oui, ils nous ont demandé d'être consultants à leur côté sur justement les aspects photovoltaïques. Ils ne savaient pas trop s'ils allaient le faire eux-mêmes ou s'ils allaient le faire par un tiers. Donc, l'idée là, c'est de le faire par un tiers et de bénéficier d'une couverture gratuite pour ces terrains. Bonsoir, je voulais revenir sur les poêles à granulés. Oui. Pour les particuliers, pas les particuliers, mais dans les logements communaux, serait-on obligé de fournir les granulés ou les locataires pourraient le fournir eux-mêmes et se chauffer à leur guise? Ah non, ils se chauffent eux-mêmes. Hein. Aujourd'hui, ils ont des radiateurs électriques pour lesquels ils payent la facture d'électricité. Là, dans les communes, et je crois que l'année dernière, on a dû financer une quinzaine de poêles à granulés dans des logements communaux. La commune investit dans ce poêle à granulés. Soit dit en passant, le SDED, le territoire d'énergie de Drôme, finance à 50% cet investissement. Donc, un bon poêle à granulés qui coûte à peu près 5-6 000 euros TTC va revenir à peu près à 3 000 euros à la collectivité. Et ensuite, c'est aux particuliers de faire rentrer son granulé avant l'hiver et de payer, bien sûr. Simplement, alors je parle encore de moi, je suis désolé, j'en ai installé un à la maison et je suis passé d'une facture de gaz naturel de 1 500 euros par an à une facture de granulés de 500 euros par an. Donc, j'ai divisé par plus de 2 ma facture énergétique pour le chauffage de la maison, d'une centaine de mètres carrés. Ok, très bien. Merci pour votre présentation. Je vous en prie, je remercie toutes les personnes qui nous remercient. Pour les PowerPoint, je pense qu'ils seront disponibles sur le site du SDED à la fin de ce cycle de webinaire. Et il sera possible également de revisionner ces présentations. Voilà.
On vous souhaite une bonne soirée à tous et puis j'espère vous voir mardi prochain sur la présentation sur les aides financières que le territoire d'énergie peut vous octroyer dans le cadre de la rénovation énergétique de votre patrimoine bâti. Bonsoir. Bonsoir à tous.